Alors merci d'avoir pris sur votre temps de repas pour venir nous voir. Alors l'intitulé de cette conférence débat, qui commence maintenant et se terminera à 15h30, est un peu provocateur. Les Gilets jaunes, un mouvement artistique, point d'interrogation. Et cette idée d'aborder le mouvement des Gilets jaunes sous cet angle-là est née à la fin d'une réunion de l'équipe culture, qui a d'ailleurs rédigé un livret dont je vous conseille la lecture. En fait, dans cette équipe culture de la France Insoumise, il y a des artistes qui se sont rendus compte qu'il se passait quelque chose dans le domaine de l'esthétique avec les Gilets jaunes, quelque chose de jaillissant que nous n'avions pas vu depuis longtemps. Quelque chose qui nous rappelait les années 60-70, qui nous rappelait les mouvements, qui nous rappelait les œuvres collectives, qui nous rappelait ce qui pouvait naître quand on avait de l'espoir, quand on avait une vision sur l'avenir. Et donc voilà comment est née cette idée, qui a pu paraître saugrenue, d'aborder les manifestations physiques, sonores, matérielles qui accompagnent le mouvement des Gilets jaunes. Alors, je vais laisser la parole à Léa, qui va présenter les intervenants, parce qu'autour de ce thème, nous avons été amenés à rencontrer un certain nombre de personnes. Léa fait partie aussi de l'équipe culture. Bonjour à tous. Donc en fait, les intervenants de cette table ronde, donc en premier, on a François Tronche qui est au sein du collectif Plein le dos. Donc, qui est un projet, donc vous pouvez retrouver ici le dépliant, le fanzine qui est juste ici. Donc François va nous expliquer exactement dans sa présentation de quoi il s'agit. François est chercheur en neurobiologie. Donc notre deuxième intervenante, c'est Lydie Jandy-Panel qui n'a pas pu être là parmi nous, mais qui nous a fait une vidéo témoignage. Donc vous allez voir son message. Lydie Jandy-Panel, qui est une artiste gilet jaune, donc qui a été impliquée dans le mouvement dès le début, dès la deuxième ou troisième manifestation, qui a été très active et qui, dans le milieu de l'art, a vraiment fait la promotion du mouvement de manière très engagée. Donc ensuite, nous avons Patrice Hamel, qui est ici, qui est également un membre de l'équipe culture, donc qui est artiste plasticien et professeur de scénographie à l'ENSAT, à Paris. À Lyon, excusez-moi, je crois. Notre dernière intervenante est Victoria Klotz, qui est artiste plasticienne, très engagée aussi dans le mouvement des Gilets jaunes. Et donc je la laisse vraiment nous présenter ça. Je voulais aussi vous préciser que Victoria était à l'origine d'un appel, un appel aux artistes, un appel soutien des artistes aux Gilets jaunes qui a été initié en janvier, tout début janvier, et qui pour moi a été quelque chose d'extrêmement fort, puisque beaucoup, on va dire tout le milieu vraiment des plasticiens s'est mobilisé avec, on peut dire, les grands noms du monde des arts plastiques, également des plus surprenants, des directeurs d'écoles d'art, des personnalités assez officielles du milieu. Donc c'était assez intéressant. Donc on va commencer par François qui va nous présenter le projet Plein le dos. Tu as un micro. Oui, il y a un micro là. Et donc oui, je vais vous présenter Plein le dos. Je voulais d'abord remercier Léa et Daniel de l'invitation. Un petit peu moins de faire passer le sol béotien en premier. Et je ne suis pas du tout artiste et j'y connais peu de choses. Attendez, j'ai un souci. Hop, voilà. Donc l'intitulé, c'est « Le mouvement des Gilets jaunes est-il un mouvement artistique ?» Donc effectivement, comme le relevait Daniel, il y a du décalage, de l'interrogation, un peu de surprise même dans la lecture de l'intitulé. Donc on peut prendre avec un sourire.
En même temps, je sais pas, on peut se demander si l'organisation d'une table ronde avec un chapeau comme ça, c'est aussi un acte artistique ou pas. Vous me répondrez à cette question. En tout cas, si Léa et Daniel m'ont invité, c'est pour présenter Plein le dos. Donc, je vais commencer par là. Donc, le Plein le dos, c'est un collectif. Et un collectif, par définition, c'est composé d'individus avec des contours, des frontières qui sont un petit peu fluctuantes. Plein le dos, c'est né à Paris, parmi un groupe de militants qui ont en commun un idéal social, puis une certaine conception de l'action politique aussi, et qui sont convaincus que ce sont principalement les actions qui vont compter et qui peuvent faire bouger les choses. Donc au fil des ans et puis des rencontres, dans ce collectif-là, on a pris l'habitude d'agir ensemble, d'avoir assez confiance les uns en les autres pour mener des actions qui nous intéressent et qui peuvent être, qu'on espère être pertinentes. Et donc, parmi nous, en fait, il y a beaucoup de gens, et c'est un petit peu l'origine du collectif, qui viennent d'un collectif qui s'appelait Les Engraineurs, il y a de ça 5-6 ans, qui est un collectif qui a été très actif, entre autres qui a organisé les marches contre Monsanto à Paris annuellement, et qui a aussi fait plein de petites actions qui étaient peut-être mises moins en valeur. C'est plus ou moins le même collectif aussi qui s'est appelé Convergence des luttes. C'est aussi plus ou moins le même collectif qui a mis en place Nuit debout, il y a de ça 3 ans. C'est aussi un collectif qui a mis en place un accueil des étrangers sur Paris qu'on appelle Thé et Café pour les réfugiés, qui est à la fois un accueil qui a été mis en place au moment où il y avait beaucoup de migrants qui arrivaient de Syrie et qui arrivaient du Soudan. Donc voilà, plein d'actions différentes. Oui, aussi l'organisation de la fête à Macron, ou plus récemment les manifestations contre la venue de Trump qui ont lieu à Paris, avec le baby Trump qui était place de la République. Donc l'idée des actions au sein d'un collectif, ça vient des fois collectivement, rarement. En général, c'est plutôt l'idée d'une personne, d'un individu qui a vraiment envie de faire quelque chose et puis qui arrive à convaincre les autres de l'aider et en mettant les efforts en commun, on arrive à le faire. C'est le cas là du collectif Plein le dos. En fait, c'est un projet qui a vraiment été initié par quelqu'un qui s'appelle Louise Moulin, enfin Louise en tout cas. Moulin étant un pseudonyme. Voilà, c'est le cas de Plein le dos. Donc, alors, après, l'histoire, l'aspect historique, vous le connaissez, on a eu un gouvernement socialiste qui était calamiteux, donc il reste les lois qui touchent aux libertés individuelles, les lois antiterroristes, les lois de travail qui ont été passées en force. En mars 2017, il y a Macron qui nous a été présenté comme incarnant un nouveau monde hors système, un énarque, ex-inspecteur des finances, ex-banquier d'affaires, ex-ministre de l'économie, ni de droite ni de gauche, qui était présenté comme le seul rempart contre le Rassemblement national, ce qui a rendu possible un hold-up grâce à un système électoral. Un peu après, il a diminué les APL, et je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais voilà, tout ce qui s'est passé, ce qui a fait qu'on se demandait, nous, quoi faire. Donc le collectif là, c'était assez proche de l'organisation de la fête à Macron l'an dernier aussi, en début d'année. On était convaincus que seule une mobilisation, en tout cas pas vraiment une manifestation, mais une mobilisation populaire, ça pourrait inverser la vapeur d'un État qui n'a pas beaucoup changé en 40 ans. Ça n'a pas trop marché, on n'a pas arrivé à déborder les querelles de clochers politiques et les querelles syndicales. C'est une autre histoire. Donc, au moment où il y a eu l'annonce de la manifestation du 17 novembre, en fait, on était, nous aussi, comme beaucoup, je pense, assez partagés. Alors, certains étaient enthousiasmés, d'autres pas du tout sur les histoires de taxes sur le pétrole. En même temps, on a vu que ça mobilisait apparemment pas mal de monde et que c'était un petit peu les gens qu'on aurait bien aimé toucher au mois de mai qui semblaient se mobiliser. Alors, ce qui nous a probablement motivés à y aller, en fait, ça a été la disqualification d'emblée des Gilets jaunes dans les médias. Et on a voulu aller voir d'un petit peu plus près ce qu'il en était et si on pouvait retrouver des idéaux de justice sociale ou d'émancipation collective au sein de ce mouvement. Ce qui nous a motivés aussi, en fait, c'était l'hostilité de beaucoup de camarades qui sont militants de gauche un petit peu partout. Donc, un samedi après l'autre, on est allé à peu près à tous les actes, on est allé dans les manifestations parisiennes. Ce qu'on a vu, ça bousculait un petit peu nos habitudes de militants et de militantes. Les hommes et les femmes qu'on a rencontrés, c'était assez loin, en tout cas, des caricatures qui étaient méprisantes dans les journaux à ce moment-là, voire insultantes, et aussi de la part des politiques. Et puis, au dos des Gilets jaunes, il y avait le fait que c'est devenu un support des revendications des manifestations. Et puis, ce qu'on voyait, c'était plutôt que les inscriptions parlaient essentiellement de lutte des classes, plus que d'antisémitisme ou d'autres questions, de racisme. Donc on s'est mis à les photographier, comme beaucoup de gens dans les manifestations. Et puis, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est Louise qui a eu l'idée de
d'avoir, alors c'était à la fois une motivation politique, et puis un petit peu aussi également une motivation artistique, et je reviendrai là-dessus, d'arriver à avoir un répertoire de l'ensemble des Gilets jaunes. Et donc on a commencé par faire le petit tract là, qui est là, qu'on a diffusé dans la manifestation parisienne, qu'on a aussi donné beaucoup aux gens qui étaient dans les manifestations parisiennes, mais qui venaient de province, pour arriver à les convaincre de nous envoyer des photos. Ce qui s'est passé, ça a relativement bien marché, il y a des gens d'un petit peu partout qui ont envoyé des photos, et on a environ 6000 photos. À partir de là, en fait, on a fait donc cette page Facebook, cette page Internet où il y a eu des comptes Facebook, Twitter et Instagram aussi pour diffuser les images, mais l'ensemble des photos est collecté là-dedans. Il y a encore pas mal de photos qui ne sont pas mises en page et tout, donc elles ne sont pas toutes en ligne, mais je pense qu'il y en a plusieurs milliers qui sont déjà en ligne, il y en a qui sont en attente. Et si jamais ça vous intéresse d'aller voir, en fait, elles ont été classées par... je ne sais pas si la flèche marche. Hop. Oui, ça marche. Elles ont été classées par acte, et donc si vous allez dans chacun de ces actes-là, vous avez les photos d'un petit peu partout en France qui sont référencées selon les villes qui sont présentées là. Donc oui, comme je disais, c'était le travail de Louise, c'était un gros travail de correspondance, de tri, de mise en forme graphique, et puis en même temps, d'autres projets ont été développés. Donc il y a Magali qui a réalisé un diaporama qu'on passera peut-être tout à l'heure, il y a Aurore qui a fait un diaporama sonore, qui est celui que vous entendiez tout à l'heure, il y a Hervé Nissic qui est cinéaste, qui fait un film à partir des manifestations auxquelles on a participé. Et l'idée est venue, c'était assez passif en fait, du coup, on était très observateurs des manifestations, on avait envie d'être un tout petit peu plus impliqués, de participer, donc l'idée est venue de faire un journal à partir de certaines de ces photos et d'essayer de le mettre en page et de le distribuer, ce qui a très bien marché, c'est parti très facilement. On a fait un premier tirage, on a eu le 1er mars, je crois, et du coup, quelques jours après, il a été distribué. Lors de la manifestation, je crois, du 16 mars aux Champs-Élysées, ça a été la première distribution. Et là, ce sont des images de distribution qu'on a faites dans les manifestations. Donc effectivement, c'est Louise Moulin qui est là, Magali qui a fait le diaporama qui passera peut-être tout à l'heure. Il y a des gens qui distribuent. On est probablement une quinzaine de personnes sur Paris. Ça a été utilisé aussi pour d'autres choses. On a fait beaucoup de collages sur les murs dans Paris, à la fois du journal là, qui est là, et puis aussi directement d'impression des d'autres gilets jaunes. Et il y a des collages qui ont été faits un petit peu partout en France. J'ai appris hier soir qu'il y avait un collage qui avait été fait il y a quelque temps sur la porte du Capitole qui est resté au moins une nuit pour que les gens le voient le lendemain matin, ici à Toulouse. Et ça a été diffusé aussi au sein de festivals ou dans des réunions militantes comme ici, par exemple. Donc, sur les... Je reprends juste un tout petit peu. Donc oui, la question de savoir quel effet il y a eu. Donc c'est assez difficile de mesurer les effets de plein de doses sur le réel, et puis la place que ça a pu avoir dans le mouvement. Ce qu'on a constaté, c'est qu'assez rapidement, il circulait un petit peu partout. On a reçu des photos d'accrochage, de collage de plein de dos d'un petit peu partout en France. Les retours étaient très positifs, donc ça nous a motivés pour continuer. Et puis surtout, les premiers articles dans la presse qui ont commencé à remettre en question le fait que, effectivement, ce qui était dit avant sur le fait que les Gilets jaunes étaient principalement d'extrême droite, étaient principalement antisémites et tout, quand les premiers articles qui remettaient ça en question, en fait, ont cité un petit peu plein le dos, et en tout cas ont utilisé comme source de référence le site qu'on a mis en place. Et puis c'est devenu un site aussi qui commence à être utilisé par des gens qui s'intéressent à l'étude du mouvement des Gilets jaunes. Donc voilà, le site a été pas mal visité, quelques dizaines de milliers de personnes, et en même temps, on distribue en fait plein le dos, on ne le vend pas, mais on récupère de l'argent à la fois pour payer les impressions, et puis surtout, ça nous a permis de collecter environ 6-7 000 euros maintenant, qu'on redistribue soit aux caisses de défense collective à Paris ou à Toulouse ou à Lyon, je crois, soit à des personnes qui ont été blessées, qui ont besoin d'être opérées et qui étaient dépourvues de mutuelles. Donc ça ne suffit pas du tout pour payer l'opération, mais ça permet de donner quelques centaines d'euros à ces gens-là. Donc si jamais vous en prenez là, c'est bien de mettre un peu de sous dans la caisse. Il y a une table aussi en bas sur laquelle j'en ai laissé hier. C'est bien de mettre un petit peu de sous dans cette caisse-là. Donc voilà pour la présentation.
Et donc la question de est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement artistique ou pas. Je ne vais pas trop m'engager sur des sentiers que je balise vraiment pas très bien, comme la question de ce qu'est l'art ou de ce qu'il n'est pas. Mais en revanche, je peux amener une petite contribution qui va se limiter à une vision très très réductionniste d'un quelqu'un qui est neurobiologiste, mais je m'intéresse au comportement. Donc je me suis amusé à regarder, en fait c'est aussi une question qui m'intéressait un petit peu, mais il y a très très peu de travaux de recherche sur les mécanismes biologiques qui peuvent sous-tendre l'art, que ça soit sur les créateurs ou que ça soit sur les gens qui vont observer l'art. C'est un sujet, c'est pas que le sujet il soit moins intéressant que des sujets comme la prise de décision ou les émotions, mais le problème c'est qu'en général en biologie la recherche elle progresse par des approches comparatives entre différentes espèces et on a toujours besoin d'avoir une vision un peu évolutive pour comprendre comment les mécanismes marchent. Et là, pas de chance, il n'y a pas beaucoup de modèles animaux où on peut voir de l'art. Il y en a certains, en fait, il y a des poissons qui font des genres de mandalas et ce sont des mandalas individuels, en fait, ce n'est pas un comportement stéréotypé, il y a vraiment une action individuelle de la bestiole, de l'individu, et ils font des mandalas sur le sable, au fond, en battant des ailes, qui peuvent aussi... Alors, j'ai jamais vu que des vidéos, je ne les ai jamais vues en vrai, mais ça a l'air d'être très grand, ça a l'air de pouvoir faire 1, 2, 3 mètres pour des poissons qui ont l'air de faire une dizaine de centimètres, et qui sont très sophistiqués et relativement jolis à voir. Très symétrique, et puis qui évolue aussi, il va reprendre les dessins et tout ça. Il y a un autre animal, c'est un oiseau, j'ai noté le nom parce que je ne le connaissais pas, ça s'appelle le jardinier satiné, c'est en Nouvelle-Zélande, et c'est un oiseau qui ressemble un peu à un corbeau, je ne crois pas que ce soit de la famille des corbeaux, mais en tout cas qui va faire des décorations de l'endroit où il va... Alors, le poisson aussi, c'est pour des parades sexuelles, mais l'oiseau également. Et il décore réellement l'endroit. Il fait un chemin d'arrivée avec des herbes qui sont tressées, il fait une petite cabane en général, voire des portiques, et puis il accroche des choses colorées dans les arbres autour, et c'est un espace qui fait 5 ou 6 mètres. Alors, ouais, mais là du coup, c'est franchement sophistiqué, et puis aussi, d'individu à individu, c'est différent. Ce n'est pas non plus un comportement stéréotypé, il ne fait pas tout le temps la même chose, comme je sais pas, ceux qui font des nids un peu sophistiqués peuvent faire. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose, et donc on ne connaît pas grand-chose sur cette question-là. Ceci dit, il y a des gens qui sont intéressés uniquement à l'homme, et il y a quelques papiers qui ont été publiés sur l'art, sur la créativité, et puis aussi sur la perception de l'art, et souvent c'est basé sur l'utilisation de psychotropes, que ça soit du LSD, que ça soit d'autres drogues ou des médicaments. Et puis c'est aussi beaucoup basé sur des lésions cérébrales chez des patients qui soit étaient créateurs et le sont encore, mais voir ce que ça a changé, soit des gens qui sont observateurs. Voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas grand-chose, mais qu'il y a quelques trucs qu'on connaît, et il y a quelques régions dans le cerveau, alors, je ne sais pas si ça vous dira grand-chose, mais genre le cortex préfrontal, c'est une région qui est impliquée dans la rétention, dans la prise de décision et dans l'inhibition de façon générale des comportements. Une petite région qui s'appelle le striatum aussi, qui est impliquée dans le plaisir. Les deux régions sont liées. Il y a l'amygdale aussi qui est impliquée dans la peur. Donc toutes des régions qui sont impliquées dans l'attention, dans le plaisir, mais aussi dans les émotions. Et donc tout ça pour finir sur une évidence, qui est que voilà, l'art, ça joue autour des émotions, à la fois la transmission des émotions à la personne qui va être créatrice d'art, et puis aussi les émotions que ça va générer dans les personnes qui vont pouvoir observer. Et les émotions, c'est toujours comme ça, en fait. C'est toujours un observateur qui va ressentir une émotion que la personne en face va exprimer, en général sur le visage, mais ça peut être par d'autres façons, entre autres en passant par l'art. Donc si l'art, ça participe à la contagion des émotions, il y en a dans les dos des gilets jaunes. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme émotion? C'est tiré par les cheveux, mais il y a de la colère. Ça, c'est assez clair. Quand vous prenez la collection d'images, il y a beaucoup d'images qui vont parler de rage, qui vont parler de colère. Pardon? Oui, donc il y a beaucoup de nouveaux slogans, il y a des trucs assez drôles. Il y en a certains pour moi qui... Voilà, peut-être que vous pourrez me dire à quoi ça correspond. Qui ont été repris, qui ont été modifiés, des nouveaux qui ont été rajoutés. Le site est pour ça assez intéressant et on espère qu'il y aura des gens qui s'intéresseront à ça. Comme émotion, il y a aussi des choses qui tournent autour du plaisir, de l'humour, plutôt des termes, mais de l'humour quand même. Moi, j'aime bien celle-là, comme un ouragan.
Donc, le truc qui est drôle, c'est que je la trouve assez efficace. Avec juste 2 mots, il arrive à associer l'idée de commun, l'idée de détermination, et puis en même temps d'associer ça avec les paillettes monégasques. Et je ne sais plus comment elle s'appelait, mais la princesse de Monaco, je ne me souviens plus de son prénom. Comment ? Stéphanie de Monaco. Stéphanie, voilà, c'est ça. Ou celle-là aussi qui est en 2 mots, la République j'arrive jamais à le dire, Benalananière, avec 2 mots aussi. Il arrive à associer dictature d'Amérique centrale, les violences policières, les débordements du cabinet présidentiel et tout ça. Je les trouve très efficaces, très peu de mots et puis pas mal de significations. Il y en a d'autres qui m'amusent, moi, c'est pour ça que je vous les montre. Alors pour le coup, je ne connais pas les gens qui les ont faites. Ah oui, non, j'ai sauté celle-ci. Il y en a certaines qui sont plutôt poétiques, rêveuses. Alors je sors des questions des émotions, et puis la typologie que j'en fais à Voscavo, je l'ai faite ces jours-ci, et j'ai pas... Il y aura encore beaucoup à creuser dessus. Mais il y a pas mal de citations. Je ne sais pas si vous connaissez Gérard Paris-Clavel, mais qui est un graphiste qui a fait entre autres les autocollants L'âge de lutte des classes, ou Rêve général, ou Utopiste des bouts. Donc il y a pas mal de citations de Gérard, qui sont des fois, qui sont modifiées, ils ne reprennent pas directement les autocollants. Il y en a certains, en fait, qui reprennent les autocollants juste, mais je ne les ai pas mises. Il y a celle-ci, La Rêve Révolution. Je ne sais pas si c'était en mai 68, mais je l'aime bien aussi. Il y en a certaines, j'ai aucune idée d'où ça vient, mais je les trouve drôles. Il y a celle-ci, je ne sais pas si vous pouvez lire, mais c'est « Libre comme un poulain agile ». Je ne sais pas si ça ne me parle pas, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Ouais, c'est pour ça que je les ai mis sous poésie. J'aime bien aussi la fin du mois, début du nous. Ouais. Il y en a plein des qui sont bien comme ça. Et il y en a des qui sont lettrés. Et donc celle-ci est assez belle. On l'a utilisée pour faire on en a fait un t-shirt. En fait, il y a une amie qui fait la sérigraphie et du coup, qui a fait pas mal de t-shirts, qui est Paix aux chaumières, guerre au palais. Et vous connaissiez ou pas? Donc ça nous a interrogés. Je vais chercher. En fait, ça vient de Georg Büchner. C'est un révolutionnaire allemand qui était alors un peu allemand, un peu français, qui a écrit des pièces de théâtre comme Wojciech, alors c'est quelqu'un des années 1810, 1860, 70 par là, je pense, et qui ouais. Ah bah alors beaucoup moins que ça, mais dans ces années-là. En tout cas, dans les années 30, il a écrit des textes où il y avait ça, Paix aux chaumières, guerre au palais, dans un tract qui a lancé des manifestations de rébellion en Allemagne, une révolte plutôt paysanne dans la Hesse, et qui est aussi célèbre pour avoir écrit « Le rapport entre pauvres et riches est le seul élément révolutionnaire au monde ». Il est célèbre aussi pour cette citation-là. Il y en a une autre qui est « Des pins et des roses », ça fait référence à un poème du début du XXe siècle américain qui a été très, très utilisé comme slogan dans des manifestations ouvrières en Allemagne, aux États-Unis, des ouvriers du textile. Il y a celle-là, Omnia sunt communia. Et dans Omnia sunt communia, ça fait référence à... Hop, je le reprends. Je suis désolé, j'ai bougé la page. Et après, j'en ai bientôt fini. Ouais, celui-là était intéressant, c'est Thomas Münzer. C'est le leader de la révolte des paysans allemands en 1524. Et il a été cité dans un livre, un roman italien, qui a été publié en 2001, et qui a été écrit par des activistes sous un pseudonyme, qui était Luther Blissé. Alors c'était un disciple de Luther, pour le coup, et qui sont les gens, qui font partie des quelques dizaines de personnes qui ont organisé la manifestation, c'est pour ça que je l'ai mise, c'est d'actualité, du G8 à Gênes en 2001, du coup. C'était aussi relativement mal passé. Voilà, donc il y en a pas mal qui font référence à des choses très très sophistiquées, ou moins, que les gens connaissent. Je sais pas, ça c'est la semaine sanglante, j'imagine que vous connaissez. Les mauvais jours finiront, et gare à la revanche quand les pauvres s'y mettront. Et la chose qui est amusante, en fait, c'est qu'il y a souvent des gilets qui vont par paires, comme ça. Je ne sais pas si ce sont des couples ou pas. Donc il y en a plein qui sont bien déter et puis plutôt vindicatifs. Il y en a qui sont assez travaillés. Donc celui-là, c'est quelqu'un qui en fait énormément. Il y en a beaucoup qui sont signés Philippe, c'est un caricaturiste. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il habite vers Reims, par là. Et puis, il y en a certains qui font référence, je sais pas, à Ange, ça doit être un Nantais. C'est la copie d'un disque, Les Fils de Mandrin.
ou des aquarelles qui sont peintes, ou des dessins de manga. Je ne sais pas trop à quoi ça fait référence, mais en tout cas, au fil du temps, ouais, je n'ai pas insisté là-dessus, mais sur la première diapo, en fait, il y avait juste un slogan, et puis c'est une photo de groupe, il n'y a qu'un gilet jaune qui est écrit, et vraiment, au fil du temps, les gens ont commencé à s'y mettre. C'est pas impossible que le fait que c'était médiatisé par les journaux et tout ça, aussi par plein d'eau, que les gens aient commencé aussi à les faire de façon un petit peu plus sophistiquée. En tout cas, nous, il nous est arrivé que à la fois Philippe et puis d'autres vont arriver juste après, en fait, nous envoient directement les photos quand ils ont dessiné le nouveau gilet jaune pour la semaine qui vient. Et on les met avec grand plaisir. Ce sont celles-là que j'aime bien. C'est quelqu'un qui vient chaque semaine à Paris et qui chaque semaine fait un nouveau dos de gilet jaune je pense qu'il drague un peu en même temps parce qu'il l'offre toujours à une femme. Et donc là c'est celui de mes camarades Louise, celle qui était à l'initiative du projet, et Magali, celle qui a fait le diaporama qui passera peut-être tout à l'heure. Voilà, il y a celui-là qui est assez sophistiqué, il y a des symboles. J'ose juste espérer que ça ne fait pas référence à la main rouge des années 50 ou 60, je ne sais pas. Il y a beaucoup de mains rouges en tout cas, je pense que c'est plutôt les gens qui ont été blessés. Il y a celui-là que j'aime bien, voilà, qui est parlant. Et ça doit être un couple aussi qui l'a. Il y en a qui sont très sophistiqués. Alors là, ça liste tous les gens qui ont été blessés en manifestation. Il y en a François. Qui sont juste jolis. Je finis. Hop. C'était les autres. Et pour finir, il y a un truc qui est amusant aussi. Donc l'art, c'est aussi un objet qui va être réinventé, retravaillé et tout ça. Et puis pour finir, j'ai vu ça ce week-end. Les manifestations de Hong Kong, en fait, ils portent un peu du gilet jaune, pas beaucoup, mais il y en a certains par référence au gilet jaune, j'imagine. Et puis surtout, ouais, je n'ai pas insisté, mais sur la typographie de Plein d'eau, c'est une typographie de quelqu'un qui s'appelle Sébastien Marchal, qui a repris une typographie de la commune et qui est la typographie qu'on avait utilisée pour Nuit debout. Et ça nous amusait de voir qu'ils ont repris exactement la typographie de Sébastien pour écrire des panneaux jaunes avec lesquels ils se promènent. Et voilà. Et donc ce sont les gens qui sont dans le collectif, il y en a plein d'autres, mais ce sont ceux que je connais directement. Et puis c'était pour remercier les photographes qui sont pros ou pas, et puis les créateurs de d'autres gilets jaunes. Merci François. Donc Lydie Jandy-Panel, qui ne peut pas être parmi nous, nous adresse une petite vidéo. Donc je vous la laisse, si ça marche. Je suis artiste plasticienne et enseignante dans une école d'art, à l'École nationale supérieure d'art de Dijon. Et je suis gilet jaune depuis le début du mouvement. Alors c'est pas un exercice facile que je suis en train de faire, se retrouver seule devant une caméra pour parler de ce mouvement qui me tient à cœur, c'est pas simple, parce que justement la base c'est la communication, l'échange. Alors je vais essayer dans ma grande solitude d'être avec vous. Je ne sais pas où vous en êtes dans le débat, je ne sais pas si ce que je vais vous dire va être à propos. Il me semble qu'il s'agit aujourd'hui de parler d'art et du mouvement, comment ce mouvement peut être associé à un mouvement artistique. Je vais tenter de discuter autour de ça avec vous. Mais pour commencer, déjà il faut que je sois concise, là je commence à me perdre déjà. Alors je vais lire, alors je vais chausser mes petites lunettes. Je vais me servir de notes pour avancer. Comme la plupart d'entre nous, j'enrage et ne supporte plus le mépris de notre gouvernement. Je mène le combat avec ce que je sais faire, des images, de la poésie. Depuis quelques années, dans mes photos, mes vidéos, mes performances, c'est trop long à raconter ici, si ça vous intéresse, allez regarder. Je tente de dénoncer les aberrations humaines, le déni des puissants, l'urgence dans laquelle nous nous trouvons, citoyens d'un monde qui part en vrille. Je suis une habituée du militantisme, je viens de la lutte antinucléaire, à laquelle je consacre une grande partie de mon travail de plasticienne. Lorsque le mouvement des Gilets jaunes est arrivé, dès le premier acte, il m'a semblé que toutes mes colères, toutes les luttes se retrouvaient incarnées dans ce mouvement citoyen. Il m'a donné espoir et confiance. Alors, j'ai pas pu participer aux 2 premiers actes, je les ai regardés au travers de la caméra de Rémi Buzine sur Brut, parce que j'étais à ce moment-là dans le montage d'une exposition au Musée des Beaux-Arts de Dole. Je préparais une exposition de mon travail mêlée aux collections du musée autour de la fin du monde. Mais déjà, j'avais senti que ce mouvement était important. Je m'y reconnaissais.
Dès le début, je l'ai soutenu en choisissant dans les collections du musée une petite peinture magnifique d'un petit oiseau qui portait un torse jaune, qui a servi d'affiche à l'exposition et qui m'a permis, tout au travers de l'exposition, mais aussi dans mon discours d'ouverture, d'apporter mon soutien au mouvement qui naissait. On ne pouvait pas imaginer à l'époque qu'on en serait là aujourd'hui, après tout ce temps, et que rien n'ait bougé. Là, au moment où je vous parle, on est fin juillet, vous allez regarder ces images dans un mois, je ne sais pas où on en sera dans un mois, mais en tout cas là j'ai une colère gigantesque. Hier c'était les annonces de Philippe sur la mort de Steve, et ce qu'il a dit me met dans une colère qui ne désenfle pas, qui s'ajoute à toutes les autres, donc j'avoue avoir un peu du mal à être concise en ce moment. Je me sens à la fois entre désabusée et combative, c'est compliqué. Dès que j'ai pu me libérer, je suis allée sur les champs, j'ai rejoint le mouvement, je suis devenue gilet jaune réellement, physiquement, à partir de l'acte 4, et j'ai réalisé une image clé dans mon travail et dans mon engagement par rapport au mouvement. Depuis une dizaine d'années, je mets en scène un personnage que je me suis créé, celui de Psyché. Psyché, c'est une héroïne antique, c'est une femme blessée, nomade et amoureuse. Et à travers elle, je dis ma déception face au désastre lié à l'Anthropocène et ma détermination de guerrière à vouloir y répondre. Je mets en scène pour cela l'abandon d'une psyché contemporaine, échouée sur les sites nucléaires ou toxiques à travers le monde. Et la psyché est figée, nue, face contre terre, terrassée. Et de chacune de ces photographies sort une colère qui est due à la toxicité des lieux. Et l'image que j'ai faite ce jour-là est pour moi la somme de toutes les colères, de toutes ces colères. Et la toxicité, c'est un gouvernement sourd. La photo est décrite ainsi. Le 8 décembre 2018, lors de l'acte 4 du mouvement citoyen des Gilets jaunes, alors que les forces de l'ordre maintiennent les manifestants confinés sur les Champs-Élysées à coups de gaz lacrymogènes et de grenades de désencerclement, Psyché manifeste et s'abandonne, lasse, désespérée. Son attitude montre à quel point nous sommes fragiles, écrasés, humiliés, niés. Voilà, cette image, elle date donc de décembre. Et depuis, c'est complètement dingue. Mais j'ai participé à plus de 30 manifs. Ces manifs, c'est comme autant d'aventures, de rencontres, de colère, de joie. Je me suis fait des amis, un grand nombre d'amis incroyables. J'en ai perdu beaucoup dans mon monde d'avant, on va dire. Surtout dans le monde de l'art, justement. Il y a pas mal de gens qui se sont détachés, qui ne supportent pas ce mouvement. C'est compliqué à vivre, mais je l'assume, mais alors pleinement. Et je suis fière d'être artiste gilet jaune. J'ai perdu des collectionneurs, j'ai perdu des collègues de travail, mais peu importe, parce que j'estime que la vie, elle est dans ce mouvement en ce moment, que c'est indispensable. Je pense que ce sera dans l'histoire, que ce mouvement il sera dans l'histoire. Et je suis fière d'y participer et d'être active, mais plus que ça, c'est nécessaire et ça me semble absolument indispensable d'être là. Donc je disais, je me suis fait des amis, un grand nombre d'amis, mais des amitiés fortes. J'aurais jamais pu me faire autrement. Des amis qui viennent de tous bords, qui ont tout type de métier. Et ce qui nous rassemble, c'est à la fois notre colère, mais à la fois notre joie de vivre et un envie de changement, que tout bouge. On est évidemment très inquiets, on est inquiet pour nos enfants, inquiet pour l'avenir. Inquiet pour ce que devient la France, inquiet par la Macronie, je pense que vous l'êtes aussi, j'ai pas besoin de répéter tout ça. En tout cas, depuis plus de 30 samedis, j'ai pu observer ce mouvement, et c'est un tellement beau mouvement, parce qu'au-delà de la force et de la détermination, puisque ici il s'agit de parler d'art, et bien ce mouvement, sous plusieurs aspects, il présente une esthétique forte, vraiment très forte. Ce jaune dans les rues, c'est beau, simplement, c'est beau. Il peut pleuvoir, c'est beau. Quand le soleil arrive, parce que on veut du soleil, comme vous, on a tous vu le film. Et ce film nous aide beaucoup d'ailleurs, il nous a rassemblés souvent dans les ronds-points, etc.
bah voilà, ce mouvement, moi je le trouve extraordinaire, je le regarde tous les samedis, je fais beaucoup d'images, c'est très très photogénique. Et ce qui me fascine depuis le début, c'est la créativité des gens. En fait, c'est comment la colère, le désespoir, les frigos vides, enfin tout ça, toutes les revendications, tout ça le samedi, ça se transforme en créativité. Il y a des gens qui ont passé leur semaine à fabriquer leur nouveau gilet du samedi. Pour moi, enfin, j'ai des copains, je me suis fait des copains qui passent leur semaine entière après le boulot, leur boulot éreintant, le soir ils dessinent leur nouveau gilet. Il y en a partout, ça devient véritablement des pièces chez des amis qui ont une collection de gilets incroyables depuis décembre. Et pour moi cette collection c'est une pièce. Il y a les gilets, il y a les pancartes qui sont plus créatives les unes que les autres, je les cherche à chaque fois comme des perles dans la manif. Il y a des slogans incroyables, des slogans poétiques, des slogans drôles, des slogans forts. Il y a toutes sortes de mises en scène, on trouve beaucoup de personnages dans les manifs, voilà, des gens qui sont costumés. Voilà. Et ça, c'est absolument fascinant pour moi, parce que ça lie à la fois voilà, l'envie mon envie de révolution, l'envie que ça bouge, l'envie de faire changer tout ça, et en même temps, cette créativité, elle est très très motivante. Voilà. En plus de tout ça, on rit beaucoup, on discute, on refait le monde chaque samedi, plus que les samedis d'ailleurs, j'en parlerai un tout petit peu plus tard. Il m'est arrivé d'avoir des discussions incroyables. J'entends beaucoup de gens, les gens avec lesquels je me suis fritée, qui traitent les gilets jaunes de tous les noms, qui les prennent pour des cons, des abrutis, des crétins. On m'a beaucoup dit ça. Voilà, avec tes crétins de gilets jaunes. Enfin voilà, j'entends souvent ça de la part de gens qui évidemment ne sont jamais venus. Moi, chaque samedi, j'ai des discussions incroyables. Mon samedi, il commence souvent. J'ai rencontré un homme d'un certain âge avec lequel je parle de littérature américaine. Enfin voilà, tout est possible, c'est ça qui est fascinant aussi, tout est possible, parce que tout simplement, les gilets jaunes, c'est la France, quoi. Et finalement, notre France à nous, elle est vraiment belle, quoi. Voilà. Et puis autre chose qui est fascinant, et si on en est à parler d'un mouvement, justement, c'est la façon dont le mouvement des gilets jaunes se forme, discute, évolue, à la fois les samedis dans la manif, parce qu'on le sait, la répression est sévère, quoi. On a peur, je sais que moi très souvent, et je suis pas la seule, tous les potes on se le dit, on a peur. On a peur des CRS, parce qu'on en a vécu, des trucs, on a été gazés plein de fois, et on s'habitue pas. Je pense que, voilà, les médias s'habituent, mais pas nous, donc on est super organisés. On est une espèce de famille. Les Gilets jaunes, c'est une famille, une très grande famille, dans laquelle il y a plein de petites familles, selon les affinités. Et je pense que pour chaque famille, c'est pareil. Quand on arrive en manif, on se retrouve, et puis on avance, chacun... Voilà, moi je fais partie d'un groupe où on est mettre devant, certains veulent aller être très proches des CRS, moi j'en fais partie parce que j'adore les photographier et les provoquer de cette façon. Et on se surveille, j'adore comment les regards sont, on se voit, on se repère par les pancartes, les cheveux rouges, les pancartes, le jaune, les gilets, et voilà, on se regarde. On fait attention aux mouvements de foule. J'ai été plusieurs fois sauvée par mes potes. Voilà, et ça, c'est assez fort. C'est même très très fort. Ça nous donne une force, en fait. Voilà, Macron, en nous niant et en nous méprisant, il nous a au moins apporté ça. On a retrouvé une fraternité qui est complètement dingue. Voilà, on est une famille, on veille les uns sur les autres, on s'accompagne, voilà, c'est fort. Et puis au-delà des samedis, il y a toutes les discussions, la semaine, de jour comme de nuit. On parle, on commente tout ce qui se passe, on regarde, on refait le monde, on prévoit des choses, on prévoit l'avenir, on prévoit des actions. Voilà, et c'est comme les idées circulent, et c'est fort, voilà. On sait qu'ensemble on est fort, voilà, ça on le sait. Et puis voilà, on lâche rien.
Il y a une chose de certaine, c'est qu'avec les gilets jaunes, on ne peut plus voir un gilet jaune comme on le voyait avant. On ne peut plus voir la couleur jaune comme on la voyait avant. Et Lydie en a parlé très bien. Et ça, c'est véritablement ce qu'on attend de l'art, c'est-à-dire de changer le regard, de nous amener à voir les choses autrement. Les gilets jaunes, ils ont eu cette capacité de choisir leur espace, de choisir leur temps. Ils sont arrivés là où on ne les attendait pas, comme on ne les attendait pas. Et ça aussi, c'est une liberté qui ressemble beaucoup à la liberté artistique, c'est-à-dire de choisir son espace, son temps, ses matériaux. Alors, très souvent, les gilets jaunes ne choisissent pas leurs matériaux, ils prennent ce qu'ils ont sous la main, mais ils ont des savoir-faire et ils les utilisent pour construire des choses dont la finalité est simplement de montrer qu'ils existent. Et ça, c'est aussi quelque chose qui ressemble à une création artistique, à quelque chose qui nous parle, nous les artistes. Pour suivre l'intervention là, de Lydie, c'est Patrice Hamel qui va donc aborder les choses. C'est un détour véritablement dans le monde artistique et dans la lecture de l'œuvre d'art, de manière à pouvoir se rendre compte qu'est-ce qu'il y a comme connexion à faire. Voilà. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'à la fin de cette conférence, il n'y a pas de réponse, évidemment, à la question qui est posée, vous vous en doutez. Mais si on peut se faire une bonne représentation de ce qu'est le rôle des Gilets jaunes dans la société par rapport justement à cette notion de changer les choses, de changer de regard, ça sera bien. Bonsoir, donc merci Daniel et Léa de m'avoir invité. Alors, pour moi, c'était une évidence de voir que ce mouvement des Gilets jaunes était lié structurellement à une pratique artistique, parce que, en fait, j'ai retrouvé exactement tout ce qui a conditionné toute ma vie, finalement, à partir du moment où j'ai découvert, vers 17 ou 18 ans, qu'il y avait eu lieu une révolution copernicienne en matière d'art. Bon, je rappelle que Copernic et Galilée nous ont permis de passer du géocentrisme à l'héliocentrisme. C'est quand même quelque chose qui était assez énorme. Darwin nous a montré qu'en fait, il n'y avait pas de théologie, de but prédéterminé, que les espèces se transformaient selon des variations tout à fait arbitraires, et que dans un deuxième temps, il y a une sélection qui opérait et qui faisait que c'était adapté ou non à un environnement. Eh bien, j'ai retrouvé exactement... Alors je parlerai des pratiques artistiques, mais j'ai retrouvé ce fonctionnement chez les Gilets jaunes du fait qu'ils refusent une idéologie préalable et qu'ils repensent au contraire les constituants à l'Assemblée constituante. Enfin, tout le fait de repartir des éléments matériels, des éléments du quotidien, on pourrait dire, et de repenser les choses sans avoir d'idées, encore une fois, préconçues. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et en matière artistique, ça s'est opéré après Darwin. Peut-être qu'il y a un lien, d'ailleurs, je ne sais pas, parce que c'était une bombe quand même mondiale, son livre sur l'origine des espèces. Mais Mallarmé est le premier à théoriser puis à mettre en pratique la formule il faut céder l'initiative aux mots, c'est-à-dire qu'on ne part pas des idées, mais on s'interroge sur le médium, sur les constituants, donc le signifiant, la sonorité des mots, les lettres, et on en déduit du sens. Donc ça, c'est un retournement évidemment considérable et qui s'est répandu dans tout le XXe siècle. Je veux dire, aussi bien Gertrude Stein que Virginia Woolf, le nouveau roman, Pina Bausch, enfin je veux dire, j'en passe, et des meilleurs. Malheureusement, le système néolibéral a tendance ces derniers temps à étouffer cette force considérable qui est en fait peut-être le seul moyen pour changer le monde finalement. Encore faudrait-il l'enseigner et que les gens soient au courant de ça. Alors, comme j'ai très peu de temps, on va simplement avoir des exemples qui permettent de bien comprendre ce dont je parle. Donc, celui-là concerne un slogan
qui montre bien justement le fait que on n'est pas au service d'un contenu qu'on va exprimer. Hein. On voit bien que c'est une réflexion sur la marque Cartier, et à partir de là, justement, on fait apparaître à partir du signifiant un autre mot qui nous apparaît à l'esprit, écrit d'une autre façon, et qui permet de condenser, de faire comprendre qu'il faut peut-être s'y mettre et ne pas laisser faire ces riches et s'opposer à leur pouvoir. Donc voilà, ça c'est le principe de l'émergence du sens. Hein. Comment ? Et on peut passer le film, oui, qui est donc le début du Dernier des Hommes de Murnau, où vous allez voir un fonctionnement assez extraordinaire qui va permettre d'illustrer ce que je suis en train de vous dire. Donc Murnau, un cinéaste allemand, et ce film était fait en 1924. Et je vous laisse le voir peut-être d'abord et je vous le commente après. Ça dure 2 minutes. Hein ? Je te dirai. Alors, vous voyez que ce film commence d'une manière assez étonnante par rapport à, pas seulement par rapport à l'époque, mais de manière générale, puisqu'on n'est pas vraiment dans une histoire, on s'attarde sur cette porte qui tourne, enfin bon. Et en fait, je voudrais vous montrer que tout ce début est déduit d'une réflexion sur le médium cinéma. Donc, et permet d'inclure aussi d'une autre façon, mais ça, on en parlera après. En fait, vous voyez que le début, ce sont des lignes qui se déplacent vers le haut, qui sont la structure de l'ascenseur, hein, que l'on voit se déplacer entre les différents étages. Donc, au niveau concret, matériel, enfin de ce que l'on perçoit réellement, c'est donc un déplacement vers le haut. Et ce déplacement vers le haut, surtout à l'époque où, vous savez, les pellicules avec les perforations parfois s'enclenchaient pas toujours très bien. Moi dans ma jeunesse, j'ai assisté beaucoup à ça à la Cinémathèque, où ça s'enclenche mal et on voit la pellicule qui défile en fait sans que les images soient vraiment encore vraiment fixées. Donc ça renvoie au défilement de la pellicule qui défile vers le haut. Ça n'empêche pas de voir également, hein, simultanément, une descente dans un ascenseur au niveau de la fiction de la représentation. Vous avez tous fait ce constat dans les gares où vous voyez quelque chose qui se déplace, enfin un train qui... Vous ne savez pas si c'est le train qui se déplace ou si c'est vous qui partez. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? C'est-à-dire que notre cerveau, il interprète différemment un mouvement qui est infraperceptuel, mais ça c'est mes termes, je vais pas me développer, mais on a un mouvement dont on ne sait pas la nature, et puis le cerveau imagine que c'est soit effectivement nous qui nous déplaçons, ou c'est un objet différent qui se déplace. Donc dans ce cas-là, il y a simulation, congruation, bon, selon mes termes, mais on va pas détailler. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous montre les deux à la fois. Si vous êtes attentif et vous avez un peu compris qu'il y a plusieurs sensorialités qui peuvent se passer en même temps. Vous avez une vision donc métaphorique de la pellicule qui défile, et puis la descente vers le bas. Bon, mais ce qui est formidable, c'est que ça se poursuit après. Alors là, il faut connaître un petit peu comment fonctionne le cinéma, mais en 2 mots, c'est très simple. Vous avez une succession de photogrammes sur une pellicule, c'est-à-dire des photos fixes, et pour qu'elles puissent apparaître vraiment clairement, il y a un obturateur, hein, qui se déplace 24 fois par seconde et qui va donc obturer la lumière du projecteur
pendant qu'on passe d'une image à une autre. Sinon, on verrait que des choses floues. Donc, il obture pendant le passage de l'image et au moment où il libère la lumière du faisceau du projecteur, on voit un instantané. Et c'est des instantanés qui ont lieu, donc, qui se succèdent 24 fois par seconde. On voit bien que là, c'est ce qu'il, à nouveau, c'est ce qu'il veut métaphoriser avec cette porte à tambour sur laquelle il insiste, qui va rappeler le... Comment ? Non, mais dis-moi. Non, c'est parce que le temps... Oui. Et enfin le champ contre champ avec le cadrage dans le taxi qui permet de cadrer et de fixer le... Voilà. Donc, comment ? Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une émergence du sens. On déduit les choses à partir de matérialité de perception. Alors, deuxième chose qui m'a beaucoup marqué chez les Gilets jaunes, c'est la réflexion sur la démocratie. Et ça, c'est un truc énorme. C'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a pas une démocratie, la démocratie, parce que ça permet évidemment aux libéraux de dire bah, si vous n'êtes pas contre notre système, vous n'êtes pas démocrate. Non, ils permettent de comprendre qu'il y a différentes sortes de démocratie et que donc, historiquement, enfin contextuellement, etc., et qu'il faudrait plutôt parler d'une hyper-démocratie par rapport à ce qu'il veut faire. Et du coup, on pourrait dire que Macron, c'est de l'hypo-démocratie. Ça serait intéressant de montrer que c'est une question de degré. Et là, il aura beaucoup plus de difficultés à nous attaquer. Alors, dans cette démocratie, ben, il y a le fait de rendre souverains les gens de leurs décisions. Et dans la pratique artistique, on peut faire la même chose. Alors, on a, vous voyez, par exemple, quand le gouvernement ment la rue, on comprend très bien quelle est la fabrique du jeu de mots. Là, encore une fois, on rend les gens, on met les gens au même niveau que la personne qui a créé le jeu de mots. Donc ça, pour moi, ça c'est un acte démocratique. On comprend quel est l'acte artistique, comment il est effectué. Avec les homophonies sur Ruru. La Ruru, on ne comprendrait pas tout seul, mais avec le gouvernement, on comprend le mécanisme. Alors, on peut voir le film, voilà, le tableau de Mantegna, qui m'a beaucoup intéressé parce que, en fait, c'est une perspective qu'on appelle en raccourci, parce que vous voyez que c'est très accentué. Et les pieds au premier plan posaient beaucoup de problèmes. Personne n'a vraiment réussi à résoudre la chose. Et moi, je pense avoir trouvé la solution parce que justement, je me dis, mais j'ai les moyens, moi, j'ai pas besoin de connaître les symboles, la culture de l'époque, etc. En plus, je suis athée, je ne m'intéresse pas beaucoup au Christ. Il n'empêche qu'en tant que personnage mythologique et de fiction, c'est très intéressant parce qu'il est à la fois humain et surnaturel. Et là, selon mes critères, si vous voulez, si les pieds sont si petits, c'est ça qui pose problème, c'est parce qu'en fait, vous voyez, les pieds et les mains sont dans des positions, surtout les mains sont dans des positions particulières qui exhibent les stigmates et qui les mettent sur le plan du tableau. Donc en fait, ils coïncident avec le plan du tableau, contrairement au reste du corps. Et donc cette partie qui est donc exhibée, qui coïncide, c'est une partie donc réelle et qui coïncide avec notre réalité du plan de la toile et qui donc est la partie humaine, si vous voulez, dans la chair dans laquelle il a souffert, il est mort en tant qu'homme, le reste étant voilà. Donc voilà, ça c'est une manière pour moi démocratique et des clés perceptuelles qui permettent que tout le monde peut éventuellement le déduire sans avoir de connaissances préalables et où la souveraineté perceptuelle revient à l'observateur qui n'est plus passif et on ne lui dit plus voilà ce qu'il doit comprendre ou ce qu'il doit voir. Et troisième chose, c'est là à nouveau je pars d'un slogan puis après on va voir un dernier exemple de bande dessinée. Voilà. Alors là ça concerne les modalités de représentation parce que là aussi ils sont très forts pour se dire mais voilà on n'est pas représenté ou on représente d'autres choses, on ne représente en tout cas pas le peuple et une communauté très large. Le système actuel permet d'élire des gens qui décident pour nous et qui représentent une oligarchie, donc ça c'est un gros problème, c'est formidable d'en prendre conscience. Simplement il ne faut pas mettre la notion de représentation à la poubelle.
Il faut au contraire repenser totalement qu'est-ce que c'est que l'art monticien, parce qu'on en a absolument besoin. Hein. Là, on voit bien qu'une pensée aux familles des vitrines, ça fait appel à des tas de systèmes de représentation, et virtuellement dans notre tête, évidemment, on remplace vitrine par victime, et ça permet de relativiser justement les notions de violence, notamment, qui sont là aussi, une fois, qui sont essentialisées, pensées de manière transcendante. Les gilets jaunes, c'est de l'immanence. C'est ça que je trouve très fort, et ça, je pourrais développer des heures, mais on n'a pas le temps. Alors, je termine sur la bande dessinée. Ça ira, Lydia? Léa, pardon. Là, une bande dessinée qui s'appelle Watchmen, qui est faite par Alan Moore et Dave Gibbons, et qui... alors, il faudrait un petit peu réduire pour avoir la page en entier, mais voilà. Donc, c'est une bande dessinée, moi, c'est aussi pour montrer que tout ce dont je vous parle, ça peut s'appliquer à tout un tas de pratiques. C'est pas lié à un domaine ou à un art qui serait majeur et un autre mineur. C'est pas du tout ça. Je considère pas d'ailleurs que la BD soit un art mineur, mais simplement il faut bien choisir parce qu'il y a des choses extrêmement magnifiques. Donc, Watchmen, c'est une BD sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps, et qui combine des modalités de représentation extrêmement complexes. Là, vous voyez qu'il y a plusieurs récits à la fois. Bon, je résume parce que ça, c'est assez complexe, mais vous voyez, il y a un vendeur de journaux là, qui protège ces journaux de la pluie, tout en haut à gauche, hein, et puis vous avez deux phylactères, l'un qui est ses paroles à lui, et l'autre qui concerne le récit du petit garçon qui fume, là, qui lit une BD dans la case d'après. Et vous voyez qu'on va faire un zoom sur sa BD, et ici, on rentre dans la BD qu'il est en train de lire. Donc, et là, c'est le contraire, on a le texte de la BD, et puis le dialogue qui se poursuit dans les phylactères ronds. Alors, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est le passage d'une case à l'autre qui va mettre en rapport des récits qui ne devraient pas être en lien, et qui vont être liés par des modes de représentation différents. Vous voyez que là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit un naufragé qui a tué un requin et qui lui sert de radeau, si vous voulez, qui flotte. Et donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la forme du requin est triangulaire, hein, avec ses ailerons sur les côtés, je ne sais pas si vous voyez, et puis les dents qui apparaissent au milieu. Vous voyez bien que cette forme est reprise dans l'affiche de cette femme qui est une camionneuse lesbienne qui impose aux vendeurs de journaux d'accrocher sa pancarte qui est en fait, qu'est-ce que c'est déjà, un bal de charité, qu'est-ce qu'elle dit déjà? C'est un truc contre le viol des lesbiennes ou quelque chose comme ça, j'arrive pas à voir où c'est marqué. Bon, en tout cas, vous voyez, c'est important ce que je dis, puisque là, vous voyez un symbole avec un triangle rose qui est de l'ordre de la représentation, on va dire symbolique pour aller vite, et donc qui est une relation arbitraire. Hein. Il n'y a pas d'analogie entre l'homosexualité et puis la forme de l'objet utilisé. Pareil pour le symbole de la féminité, le cercle avec la croix en bas. Mais à l'intérieur, vous voyez qu'il y a des dents qui passent par la figuration, c'est-à-dire une analogie avec les dents du requin, par exemple, mais qui vont permettre d'évoquer la violence. Et ensuite, et je terminerai là-dessus, on peut peut-être montrer la troisième, le dernier. Ah, le dernier exemple, celui d'après. Le 2 ou 3 ? Ah, le 3, oui. Dans le 3, voilà. Dans le 3, ce qui est assez magnifique, c'est la dernière case, c'est la case de la page suivante en haut, qui permet de passer à une toute autre histoire avec des flics dans un commissariat. Et vous voyez qu'on reprend exactement la même composition. Le flic a la même position pour accrocher une affiche avec un Bouddha dans un triangle également. L'autre, au premier plan, a aussi la même... mais ça, je passe là-dessus. Je vais m'attarder sur le téléphone. Je ne sais pas si vous voyez une espèce d'étoile rouge là au milieu qui indique que le téléphone clignote et donc qu'il est en train de sonner. Et en fait, au même endroit, quand vous avez vu toutes ces analogies, vous repérez que le petit garçon, à l'endroit où il y a ce clignotant, c'est l'endroit où sa cendre de cigarette est en train de se consumer, qui n'est pas dessiné, mais donc vous devez... si vous avez bien fait le travail et compris les analogies, vous devez le déduire. Et donc, vous voyez que ces deux objets qui permettent là aussi de relier des choses à distance,
là le téléphone, bien entendu, par la voix, et le petit garçon qui permet de relier à une histoire qu'il est en train de lire. Voilà. Donc ces modalités de représentation qui ont été explorées, là je donne quelques exemples, mais enfin je veux dire, l'histoire de l'art en fourmille, et il serait bien peut-être de s'en servir, de les creuser pour voir qu'est-ce que c'est aujourd'hui, comment on peut représenter sous l'angle de l'évocation, sous l'angle de la figuration, sous l'angle de l'insinuation, enfin tous les cas de figure, ça pourrait être peut-être fascinant, et de voir comment ils peuvent se relier entre eux et changer de modalité puisqu'elle ne nous convient plus à juste titre. Voilà. Oui, merci Patrice. On va donc donner la parole à Victoria, qui va nous ramener dans le milieu gilet jaune et tout ce qu'elle a pu vivre avec eux, et tout ce qui pourrait nous ramener à la question, est-ce que c'est un mouvement artistique? Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler du mouvement gilet jaune au travers de mon regard d'artiste. En étant plutôt attentive aux dynamiques de construction, d'installation, de mise en espace, puisque ça correspond à mon travail d'artiste, puisque je travaille, j'ai une pratique d'installation et de sculpture. Pour vous situer un petit peu d'où je parle, je vis dans les Hautes-Pyrénées, ou plus précisément à Bagnères de Bigorre, où je milite pour la France Insoumise et où je suis très mobilisée aussi dans le mouvement des Gilets jaunes depuis le 17 novembre. Donc je vais plutôt vous parler de formes qui ont émergé en milieu rural ou au milieu périurbain, que j'ai vues autour de moi, que j'ai parfois contribué à construire, que j'ai vu aussi au travers de mes voyages en France, puisque je travaille un petit peu partout en France. Alors, dans ces dynamiques de construction, ce qui a fait irruption dans l'espace public, dans l'espace visuel, c'est l'objet cabane. Donc l'idée, c'est de construire un lieu de vie, de se permettre de construire un lieu de vie, habiter l'espace public. Tu peux défiler, donc là Léa, les images, donc avec un minimum de confort, pour que ça soit vraiment un lieu de vie, se chauffer, partager des repas, y dormir. J'ai rencontré des cabanes de gilets jaunes où les gens se relayaient nuit et jour pour y dormir, notamment un couple où la femme dormait un soir et son époux y dormait le lendemain. On est donc dans le projet d'une maison, avec l'idée d'une famille aussi. Parfois cette maison, elle porte un nom, maison des Gilets jaunes, maison du peuple, la cabane des Gilets jaunes. Chez nous, la cabane était liée à un péage, donc elle s'appelait la cabane S15, de la sortie 15. Donc l'idée de famille, l'idée de fraternité, là c'est la maison de retraite, avec évidemment des règles à respecter, des règlements intérieurs qui étaient formulés, écrits parfois. Habiter, c'est aussi exposer un mode de vie, en l'occurrence ici plutôt un mode de survie, et c'est aussi un mode de connaissance du monde. Les cabanes, elles prennent place dans les nœuds du réseau routier, à des endroits qui sont très enlaidis par l'urbanisation, où personne n'aurait envie d'y vivre. Mais ce sont des points géographiques où tout le monde passe. Et ça permet d'être dans les nœuds du réseau. Et donc, du coup, d'être à l'endroit où le peuple peut exprimer tout son potentiel. Tu veux le deuxième ? Oui, tu peux passer au second. Ah oui, alors dans ces espaces publics que les Gilets jaunes ont investis, il y a une cohabitation avec l'art, avec des œuvres d'art qui sont déjà là, donc que ça soit de la statuaire classique ou de la sculpture contemporaine.
Alors le réflexe premier, ça a été de faire endosser à la statuaire classique les gilets jaunes, en particulier les figures de la République, de la résistance, de la guerre aussi. Je crois qu'on a quelques exemples. Ici, référence à la guerre 14-18. Alors parfois, ce dialogue avec l'art, il est conflictuel. Ici, c'est une image, vous vous rappelez, de l'événement à Paris, dans l'Arc de Triomphe. Et j'ai choisi cette image parce que souvent, les photographes ont plutôt cadré sur seulement la sculpture qui est détruite, alors qu'on peut s'apercevoir qu'il y a un cœur qui a été tagué juste à côté. Plus proche de moi, dans les Pyrénées, à Saint-Gaudens, en plein milieu des événements, enfin au plus fort des événements en décembre, il y a eu, si tu peux revenir, c'est la décapitation des maréchaux. Donc c'est une sculpture dans un espace public qui représente les 3 maréchaux, Joffre, Foch et Gallieni. Alors l'enquête n'a pas encore établi qu'il s'agissait de gilets jaunes. Mais voilà, bon, tout le monde le suppose. Ensuite, il y a une autre affaire de rapport conflictuel à l'art. C'est cette sculpture qu'on appelle la main jaune. C'est une sculpture contemporaine qui date de 2010, qui se trouve à Châtellerault, sur un très grand rond-point, à côté d'un péage. Et qui est une espèce d'hymne aux ouvriers, aux manufactures ouvrières de la région, en particulier dans la construction automobile. Et cette main jaune a été incendiée. On va le voir sur l'image d'après. Voilà. Je crois que c'était au moment de l'évacuation du rond-point, donc par les Gilets jaunes. À savoir que cette œuvre avait été élue la 3e œuvre la plus laide de France, au niveau des ronds-points. Voilà. Et donc aujourd'hui, elle a été démontée et le rond-point est redevenu un espace végétalisé. Voilà, ça c'était une banderole qui exprimait ce conflit qu'il peut y avoir. Et j'ai moi-même eu des conversations parfois avec les Gilets jaunes sur les dépenses publiques qui sont relatives à l'art. Alors la dynamique de construction, c'est aussi construire nos propres monuments. Puisqu'on occupe des espaces publics hyper visibles, puisqu'on est nombreux, puisque le nombre fait la force, puisqu'on a l'impression de rentrer dans l'histoire, donc on construit nos monuments. Donc il y a pas mal d'arcs de triomphe qui ont été construits un peu partout. Voilà. La Tour Eiffel aussi, je crois. Je ne sais pas si on l'a vu. Voilà, Tour Eiffel en palette. Voilà. Quelques essais de sculpture, un peu d'art brut aussi. Ouais, tu peux passer au 3e. Ouais. Alors dans cette séquence Gilets jaunes, on observe aussi, d'un point de vue esthétique, une zadification des esprits et des espaces. Dans cette dynamique de création, on est dans le domaine de la récup, de la débrouille, du bricolage, de l'urgence aussi. Il faut faire vite avec les moyens du bord. Voilà. Donc évidemment, les palettes qu'on a à disposition pour construire un tas d'architecture. Et parfois, cette zadification, elle est revendiquée par certains groupes, comme ici, c'était à Rouen, un campement qui s'appelle Notre-Dame des Palettes, et un autre à Caen,
qui s'appelle Notre-Dame des droits. Oui. Ici, on est à nouveau dans les Pyrénées, à Oloron-Sainte-Marie. Et autour des cabanes, il y a aussi la mise en place de campements, véritablement. Parfois, voilà, on rajoute une cabane, et puis une autre, et puis les toilettes sèches, et puis le dortoir, et puis la cuisine collective, le brasero, évidemment. J'ai même vu, dans une cabane sur le rond-point de Libourne, une salle de yoga. Voilà, donc dans l'idée de campement, il y a l'idée d'auto-organisation. C'est le début de la construction d'un autre monde, de l'affirmation d'une résistance. Ça, c'est le campement de la sortie S15, dans les Hautes-Pyrénées. Alors, autre procédé esthétique qui a été très utilisé par les Gilets jaunes, c'est celui de la parodie, de la caricature, du détournement, de l'imitation. Alors dans ce registre, il y a énormément de fabrication de guillotines. J'en ai trouvé des tonnes. Chez nous, y compris à notre sortie de péage, à la sortie Lannemezan, le péage après notre sortie, dès la première semaine, on avait une guillotine avec un mannequin représentant le président de la République, avec son portrait. Donc beaucoup de guillotines, des potences, des échafauds, avec parfois aussi la mise en scène qui va avec les Gilets jaunes qui mettent en scène le procès, l'exécution du monarque présidentiel. Donc ce que ça dit des Gilets jaunes, c'est qu'ils veulent être des acteurs et non plus des figurants. Pour dénoncer, ils reproduisent aussi des objets symboliques de la lutte. Vous avez vu le palais de l'Élysée, le train, les LBD. Je crois qu'il y a aussi la station essence. C'est la nôtre. La tour de contrôle d'un petit aérodrome qui a été mis en scène le long du Tour de France. Ça, c'est aussi issu de notre groupe. Voilà, avec l'avion gilet jaune qui va avec. Voilà, donc il y a aussi des constructions de situation, comme les artistes qu'on appelle situationnistes. Les gilets jaunes se positionnent à des endroits particuliers, face à des bâtiments emblématiques, voilà, ou le long de certains parcours, ou face à des événements. On retrouve le Christ. Voilà. Et alors, Daniel l'évoquait tout à l'heure. Oui, au-delà des formes et des messages qui sont articulés, le mouvement Gilets jaunes a eu le mérite de réévaluer la couleur jaune, qui, dans l'histoire de l'art, est une couleur qui est plutôt méprisée, qui est plutôt dévaluée. Le jaune, c'est la couleur du mensonge, qui est associée au mensonge, à la trahison. Voilà. Donc là, il y a une réévaluation de... Oui, aussi. Oui, tout à fait. Il y a une réévaluation de cette couleur. On se rappelle pendant le 14 juillet où on avait les forces de l'ordre qui couraient après les ballons jaunes pour les éclater, ou qui évacuaient les gens qui portaient un chemisier jaune ou une robe jaune.
Voilà. Et j'ai même appris que l'Égypte a interdit la fabrication et la vente de gilets jaunes pour éviter que le jaune ne contamine la rue égyptienne. Voilà. Une image qu'on aime beaucoup. Il y avait un projet aussi mais je ne sais pas si la personne est encore là. Maxime est parti. Maxime qui devait présenter son ouvrage. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, il est parti. Si tu veux. Bon. Eh bien, merci aux intervenants de nous avoir fait voyager dans leur manière de voir tout ce visuel, ce sonore que nous avons proposé les Gilets jaunes avec leurs revendications. Si vous voulez bien, on va laisser la parole à vos questions ou à vos observations sur ce qui s'est dit jusqu'à présent. Il n'y a pas de micro. On peut mettre un micro au bord. Si tu veux mettre un micro au bord pour les personnes. Il y a un micro. J'arrive. Il y a un micro qui a... On a tout le cheminement du micro. Oui, on a beaucoup aimé cette image. Moi, je me souviens le jour même où elle est parue, j'avais fait un post Facebook, j'avais mis de la peinture. Il y avait eu vraiment tout un commentaire de tout le milieu de l'art sur une nouvelle possibilité de peinture. Voilà, dont le support depuis support surface n'est plus uniquement la toile, mais devient la vie elle-même. Voilà. C'est Merci beaucoup. Stéphanie, je viens de Besançon. Alors déjà, je peux vous dire que je suis très émue de vos présentations. Je trouve que c'est un bel hommage que vous rendez à ce mouvement, même s'il n'est pas mort. Et je regrette d'être toute seule des Gilets jaunes byzantins parce que je pense qu'ils auraient été aussi émus que je le suis. Dans le sens où vous révélez forcément quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Voilà, le but, c'est pas de répondre à la question si c'est un mouvement artistique ou pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est une autre manière de lutter et que ça en fait partie. C'est-à-dire que le fait qu'on s'approprie nos espaces, le fait qu'on s'approprie une tenue vestimentaire, qu'on veuille y accoler, identifier des messages qui nous sont propres, oui, ça s'apparente à ça. Le témoignage que moi je peux donner, à Besançon, on a monté une brigade jaune qui est née en fait de l'absence d'artistes chez nous, et où on a eu une envie comme ça de créer chacun à sa mesure, ses compétences ou ce qu'il avait envie de faire, un espace poétique, créatif, et surtout de se mettre en scène face à cette violence qui devenait vraiment difficile à vivre. Et on a fait 2-3 performances, une en hommage à Courbet, voilà, où notre président s'est présenté à Renan pour faire un hommage à Courbet qu'on n'a pas trouvé à la mesure du personnage, et nous on lui a fait notre propre hommage en reprenant en fait une partie de son allocution qu'on a revisité en version jaune. Ça, c'est sur YouTube, hein. Voilà.
On a fait aussi à notre manière le 4 août, l'abolition des privilèges, qu'on a mis en scène aussi. Enfin voilà, on essaye de trouver des liens, des médias aussi pour alerter la société civile, voilà, qu'elle puisse nous rejoindre dans notre combat, qui est un combat collectif et d'intérêt général. Voilà, enfin voilà, vous sentez, je suis émue, je suis vraiment contente qu'on puisse parler comme ça de ce mouvement, mais vraiment. Oui, merci de présenter effectivement les Gilets jaunes d'une façon un peu plus enthousiasmante que ce qui est montré dans les images de la télé. Mais moi, ça me fait beaucoup penser à ce qui se passait en 68 avec les slogans qui étaient sur les facultés. Alors, je ne sais pas si c'est les situationnistes qui ont accompagné le mouvement ou s'ils l'ont précédé, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y avait une vraie réflexion sur l'impact des slogans à l'époque. Et aujourd'hui, ce qui m'interroge, c'est que, comme c'est une société de l'image, puisque tout est diffusé, tout est repris, tout est photographié, est-ce qu'il y a... au-delà de la spontanéité des slogans de chacun, une réflexion de fond sur la dimension subversive des slogans, de la création, et est-ce qu'il y a un relais auprès des artistes institutionnels ou des institutions artistiques? Voilà, merci. Alors, de mon point de vue, je n'ai vu aucun relais de la part des institutions artistiques. Plusieurs fois, j'ai fait des appels au pied à des directeurs de centres d'art, des directeurs de musées, même des directeurs de théâtre, pour qu'enfin un directeur d'institution ouvre ses portes à une assemblée Gilets jaunes, par exemple. Voilà, ça n'est pas encore arrivé, sauf erreur de ma part. Les artistes sont très peu mobilisés autour de ce mouvement social. Là, aujourd'hui, vous en avez quelques-uns, mais je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on se compte sur les doigts d'une main, quoi, ou de deux mains. Lorsque j'ai initié la tribune artistes citoyens parmi les citoyens, début janvier, à ce moment-là, je trouvais je trouvais un peu le temps long. Je voyais que les artistes ne réagissaient pas. Et alors, ça a réagi, effectivement. Hein, il y a eu assez rapidement, on a eu 400 signatures de gens du milieu de l'art qui ont soutenu cette tribune, qui ensuite a été diffusée, publiée dans l'Humanité, qui a été diffusée aussi sur change.org et qui a fini par recueillir 4000 signatures de gens qui gravitent dans les milieux culturels et artistiques. Mais de mon point de vue, ça a été surtout des soutiens, des marques de soutien. Et assez peu d'engagement physique et intellectuel. Je peux apporter une petite précision sur le rapport des artistes au mouvement des Gilets jaunes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le non-engagement total de beaucoup. Ça a mis du temps, c'est clair et net. Mais il y a un texte qui a été signé aussi, un autre appel qui est sorti un peu tardivement, c'est vrai, il est sorti en mars-avril de cette année, qui s'appelle « Nous ne sommes pas dupes » et qui a été initié par des travailleurs de la culture. Et certes, on a beaucoup parlé des grands noms qu'il y avait dedans, je sais plus, Emmanuel Béard peut-être, et quelques autres, mais c'est surtout plusieurs centaines, si ce n'est milliers, de travailleurs de la culture qui sont extrêmement précarisés, qui sont des gilets jaunes aussi, mais qu'on remarque pas forcément dans les rues parce qu'il n'y a pas écrit artiste sur leur front, c'est vrai. Il n'y a pas forcément eu je suis d'accord avec toi sur le fait que c'était très très long en fait, très long pour réagir. Des gens comme Stanislas Nordet qui étaient plutôt hostiles aux Gilets jaunes initialement, mais qui ensuite ont signé cette tribune-là. Il y a eu un grand temps de réflexion.
Et par rapport au rôle des institutions culturelles dans le mouvement des Gilets jaunes, bon, j'y travaille, donc je fais un peu la pub de ce théâtre-là, mais Nanterre Amandier a organisé tout un cycle de conférences qui s'appelle Monde Possible au sujet des Gilets jaunes, et dans un temps qui s'appelait Des actes et des durées, pour se retrouver hors des samedis, pour prendre le temps un petit peu de discuter de tout ce qui se passait, que vous pouvez retrouver sur Mediapart, normalement, Des actes et des durées dans le cycle Monde Possible. Voilà. Et le théâtre de l'Échangeur, en effet, à Paris. Et voilà. Et après, dans beaucoup d'AG d'intermittents qu'il y a eu aux alentours, en parallèle des Gilets jaunes, cette nécessité de se joindre à ce combat-là est venue assez rapidement, et la CIP, la coordination des intermittents et des précaires, s'est vite joint à ce mouvement-là dedans. Voilà. On l'a vu dans la vidéo de Lydie, dans son témoignage, beaucoup notamment à Paris, parce que les manifestations qui ont lieu tous les samedis empêchaient le fonctionnement, par exemple, des lieux comme les galeries. Donc les galeristes étaient très vent debout contre les Gilets jaunes. Et moi, je sais que les galeries avec qui je travaille me disaient « Ah non, tu vas pas avec eux ». Enfin, il y avait vraiment cette difficulté-là. Donc beaucoup d'artistes sont tiraillés entre leurs conditions sociales qui est pour la grande majorité précaire. C'est le chiffre qu'on cite, 52% des artistes inscrits à la Maison des artistes. Donc il faut déjà arriver à y être, vivre sous le seuil de pauvreté. Donc on va dire que la grande majorité des artistes sont ou devraient être gilets jaunes, mais que nos lieux de diffusion, les institutions, etc., se sont tellement figés et contre que on n'a pas... Beaucoup de gens ne se sont pas exprimés à cause de ça aussi. Je crois aussi qu'il y a une adhésion des artistes à l'esprit bourgeois qui fait que ça les empêche de se révolter. Ils font partie du bloc bourgeois pour beaucoup. Pas tous. Oui. Oui, moi je voudrais intervenir pour les présentations. Je suis Jean-Christophe Célin, je suis responsable d'une importante association d'éducation artistique en Occitanie et conseiller régional France Insoumise par ailleurs. Par rapport au thème du débat, je voudrais apporter ma contribution sur le thème en forme de point d'interrogation, les Gilets jaunes, un mouvement artistique. Moi je pense que c'est un mouvement artistique au sens de la définition qu'on peut souvent retenir, à savoir que l'art est une tension verticale, intérieure, individuelle, le plus souvent, mais là c'est une tension intérieure, individuelle et collective qui s'est extériorisée, y compris avec une intention sur le contenu extrêmement forte sur l'expression et sur les formes qu'elle a pris. Ça a été démontré par les différents intervenants, aussi bien dans les mots que dans les images qui ont été posées. Et de ce point de vue-là, on a donc affaire à un mouvement qui donne une valeur sociale et culturelle au signe qui est développé, parce que l'expression est extrêmement signifiante. Et pour reprendre une définition que Baudrillard a complétée sur la question de l'art, c'est-à-dire l'art c'est aussi l'illusion et l'allusion, je crois que dans les expressions qui sont portées par les différentes formes des expressions portées par les Gilets jaunes, et à travers toutes les illustrations qui sont données, on a véritablement affaire à un mouvement artistique si on s'en tient à ces critères. Et malheureusement, effectivement, c'est un mouvement artistique sans le milieu artistique. Après, il y a des individus, y compris il y a des centaines de travailleurs de la culture, des centaines d'artistes, etc. Mais on ne peut pas dire que le milieu artistique, en tant que groupe, voire institution, ait été du côté des Gilets jaunes. Et pour reprendre une vieille formule, même quand on est précaire, l'idéologie de la classe dominante reste l'idéologie dominante. Donc notre milieu artistique et culturel, du point de vue idéologique, est un milieu petit bourgeois qui n'a pas voulu se mêler à cette plèbe qui surgissait des profondeurs de la terre, du périurbain et du bitume pour s'exprimer dans les rues, dans les villes et dans les campagnes.
On va passer peut-être la parole peut-être à Tamaki, qui va juste nous présenter de manière très très courte l'ouvrage collectif. Voilà, Bonjour, donc je m'appelle Tamaki. Je vous remercie de m'avoir accordé donc, cette chance de présenter notre livre qui vient de sortir, qui est en vente au stand de donc, Parti de gauche. Nous avons créé ce livre, La rue était noire de jaune. Ça a été une phrase qui a été vue lors de manifestations. On a fait un recueil de 500 slogans, tags, affiches, pancartes, dessins, photos, banderoles, donc, qui ont été vus lors de manifestations à Toulouse notamment. Et voilà, on a fait ça bénévolement. On s'est dit, du peuple là, vraiment du génie, il faut qu'on garde ça en mémoire. Donc on a décidé de créer ce livre et puis on s'est dit, on va travailler bénévolement pour que, par exemple, le droit d'auteur sera versé aux avocats des Gilets jaunes. Donc on ne prend pas de bénéfices, nous. Et pour commencer, le projet donc, a été lancé sur le site du journal alternatif Le Grand Soir, qui a fait un appel notamment à ses lecteurs pour demander les participations financières, qui nous a permis en fait, réduire le coût donc, de création de livres et le prix de vente aussi. Donc le prix officiel sera 8,90 € et pendant l'amphi, on s'est permis de donc, vendre à 5 € donc, avant le lancement. Donc n'hésitez pas à venir nous voir discuter. Et puis voilà. Merci Tamaki. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. On a eu la chance d'avoir une jolie préface de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Un très magnifique texte. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Je voulais savoir quelle comparaison vous faites avec ce mouvement un peu artistique qui a émergé Gilets jaunes avec celui qui avait pu avoir lors de mai 68. Il me semble, enfin, je ne suis pas spécialiste, peut-être que je me trompe, qu'en mai 68, c'était plutôt justement des étudiants, des artistes qui faisaient les œuvres d'art, alors que là, c'est tout le monde qui s'est approprié, c'est tout le monde qui a participé, qui a fait ses sculptures, leurs cabanes, etc. Comment vous voyez cette comparaison? Et deuxième point, j'ai été également assez touché par ce que disait, alors je n'ai pas retenu son nom, la femme qui était dans la vidéo. Lydie Jandy-Panel. Voilà. Elle disait qu'elle avait perdu beaucoup d'amis et qu'elle s'en était fait des nouveaux. Et je crois qu'on est plusieurs à se retrouver dans ça. Ce mouvement, il y a vraiment un avant et après, où on s'est fâché avec des gens et puis on en a gagné d'autres. Voilà. Bon, ça dépasse un peu le cadre de l'art. Je voulais juste rebondir du coup sur l'intervention qui avait été faite avant et ça va dans le même sens où effectivement peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup d'artistes impliqués, qu'il n'y avait pas forcément, en tout cas ça c'est sûr, les institutions les plus connues et les plus grosses qui auraient pu et qui l'ont déjà fait soutenir ce mouvement. Par contre effectivement je trouve que tout le monde est devenu artiste et c'était ça aussi qui était très beau. Et pour une petite anecdote que je trouve pour moi qui est hyper forte en fait, sur effectivement comment ce gilet jaune est devenu un symbole. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que les enfants maintenant ils ont des petits gilets jaunes pour se faire voir et j'ai vu au moins 5 ou 6 classes crier « on est gilet jaune » ou « Macron démission » et les enfants se mettre en scène en fait en tant que manifestants et je trouve que ça montre que bah, si c'est de l'art parce qu'il y a une transmission qui s'est faite sur les enfants où ça y est, eux ils jouent aux gilets jaunes, on joue plus à la police et aux voleurs, on joue au CRS et aux gilets jaunes dans les cours de récréation, on crie Macron démission et voilà, moi je pense que c'est de l'art parce qu'il y a eu cette transmission qui s'est faite aux plus petits et c'est là que c'est le plus fort en tout cas. Oui, juste sur mai 68, c'est pas directement le mouvement des Gilets jaunes, ceci dit les tags que tu montrais sont des tags de cette année-là. Là, pour les 50 ans de mai 68, je pense que c'est passé un petit peu inaperçu, mais il y avait une grande cérémonie officielle au théâtre de l'Odéon qui a été très très drôle parce que donc il y avait beaucoup d'artistes qui étaient là, il y avait toutes les figures de mai 68, et il y a eu une manifestation contre
le fait qu'ils soutenaient à l'époque, pour beaucoup d'entre eux, les lois travail. Donc c'était en mai 2018. Il y a eu ce soir-là une petite, importante manifestation où il a fallu que le quartier de l'Odéon soit bouclé par les CRS. Il y a eu beaucoup d'arrestations. Et donc il y avait tous les gens de mai 68 qui étaient dans le théâtre de l'Odéon. Pas tous les gens, non, mais beaucoup de gens de mai 68 qui étaient dans le théâtre de l'Odéon. Et beaucoup de manifestants qui étaient à l'extérieur, plutôt des milieux autonomes, qui étaient à l'extérieur en train d'essayer de rentrer dans le Panthéon pour s'inviter au théâtre. C'était aussi l'anniversaire de l'occupation de l'Odéon. Et ça a fini en garde à vue pour la plupart d'entre eux. Moi, je voudrais bien faire une tentative de réponse sur l'histoire de mai 68. C'est qu'on n'est pas du tout dans la même séquence historique. C'est que d'une part, en 68, on était à l'époque des avant-gardes. Le rouleau compresseur de fin de l'histoire n'était pas passé par là. Et que maintenant, nous sommes dans... Pour ce qui concerne le domaine artistique, il y a beaucoup d'individualisme. Et puis, le marché de l'art, enfin, la marchandisation de l'art est très présente. Et donc, du coup, la place de l'artiste dans la société n'est plus du tout la même qu'en 1968. Donc, moi, ce qui me paraît intéressant avec les Gilets jaunes, c'est qu'ils font ressurgir cette notion de mouvement, justement, qui a disparu, cette notion d'avant-garde, cette notion de... On veut voir les choses autrement, on veut transformer les choses, ce qui est un peu perdu dans le milieu artistique. Alors je parle sous le contrôle de... Je pense qu'on a une historienne d'art, là, ou quelqu'un qui enseigne l'histoire de l'art, qui peut peut-être... Non, devant, là, non. Christian. Ou toi, peut-être, tu peux. Il y avait une réaction ici. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. La différence, c'est qu'effectivement, à l'époque de mai 68, les avant-gardes étaient connues, étaient fréquentes, étaient répandues. Là, aujourd'hui, on est dans une situation catastrophique où dans les pratiques artistiques, le néolibéralisme a pris le dessus. Donc les gens qui font autre chose sont devenus marginaux. À l'époque, on parlait, et il y a une bonne époque, on en parlait tout à l'heure à midi, une bonne époque du communisme français qui a permis de relier les ouvriers et Picasso, Aragon, enfin des gens quand même. Je veux dire, on ne prenait pas les gens pour des cons, on n'était pas au ras des pâquerettes. Donc voilà, donc il y avait ça qui a nourri quand même considérablement ce mouvement. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, et c'est en ce sens-là qu'ils sont d'autant plus méritants et formidables, et que je trouve absolument répugnant les gens qui ne suivent pas ce mouvement et qui doivent réveiller nos consciences. Ça, moi, je fais partie des gens qui se sont brouillés avec beaucoup de gens également. Heureusement, j'en ai aussi convaincu d'autres, et bon, ça s'équilibre. Mais il y a un truc assez significatif sur Facebook. Bon, je suis lié à pas mal de gens dans les arts plastiques, mais aussi les musiciens que je connais très bien. Et le partage s'est fait très nettement, mais alors d'une manière caricaturale, entre les chefs d'orchestre ou les solistes stars qui gagnaient des fortunes et qui ont tout de suite adhéré à Macron, avant même qu'il soit élu, et puis tous les compositeurs que je connais qui vivent pas dans la... C'était terrible, quoi. De voir que c'était tout simplement là que ça se passait. C'est assez catastrophique quand même. Voilà. Mais je suis d'accord qu'à l'époque, il y avait quand même je veux dire, on pouvait parler de Rob Grillet à la télé ou n'importe qui, enfin, ou de Sarraute, etc. Aujourd'hui, voilà. Donc, ils sont d'autant plus méritants. Et là, mon intervention, c'est pour montrer à quel point... je crois d'un point de vue théorique et structurel et au niveau de la réflexion sur, encore une fois, sur un art matérialiste, ils sont pour l'instant isolés et ils pourraient être un point de départ. Oui. Oui, c'est par rapport aux actions qu'on a pu faire vis-à-vis des institutions. Donc, fin mars à Toulouse, nous avons on a commencé par occuper le théâtre de la Cité. En fait, il y avait un intitulé débile sur la culture qui nous a vraiment fait réagir. Et donc, on s'est invité au débat. On n'avait pas de gens, on les a mis pendant le débat. Alors, malheureusement, nous étions très peu de plasticiens. Il y avait beaucoup d'intermittents et le groupe Aux Arts, etc.,
qui est un groupe de musiciens et d'intermittents du spectacle, Gilets jaunes, on en verra ce soir. Et donc on s'est invités. Je ne vous dis pas que c'était facile parce que c'était un endroit où on allait encore en manif, où on se faisait gazer. Et donc, en fait, comme il y avait des gilets jaunes, il y avait les officiels, il y avait la DRA qui sont très vite partis, mais le directeur du théâtre et son secrétaire ont commencé à parler des gilets jaunes. Évidemment, ils ont remis les manifs, la violence, et puis en fait, ça s'est très bien passé. Pourquoi ? Parce que déjà fin mars, on avait des habitudes de débat démocratique. Et c'est en ça qu'on a mené le débat. On a proposé de mener le débat. Nous, avec ce qu'on faisait à Nager, on l'avait appris, parce qu'au début, on devenait fou. Avec notre temps de parole, distribution de parole, parité, etc. En expliquant aux personnes qui menaient le débat et qui distribuaient le micro, comment faire. Donc déjà, comme ça, on a marqué un point. Et ensuite, on a pu discuter après avec le directeur, parce que notre demande au début, c'était d'avoir le théâtre de la cité, donc, pour faire de l'éducation populaire. En fait, il y a eu de grandes réunions après avec le groupe des Gilets jaunes, intermittents et aux arts, etc., avec le secrétaire du directeur, qui a été vraiment sympa. Je pense qu'il était assez favorable. Donc, et en fait, suite à ces réunions, on a organisé un faux procès des acteurs culturels. Donc, nous, on avait envie de dire un vrai faux procès. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait comme on a pu, on n'avait pas beaucoup de temps. Alors, il y avait l'huissier, les appareilleurs, etc. Et donc, il y a des gens qui sont venus avec l'idée aussi de nous faire notre propre procès, pourquoi pas, hein. Et il faut dire que... alors, vous pouvez le trouver, il n'y a aucun problème. Et le théâtre nous a donné le compte-rendu et tout. Et donc, ça s'est transformé quand même en une série d'actes d'accusation. Il faut dire les choses telles qu'elles étaient. Et donc, après, on n'a pas pu non plus nous réunir après, parce que c'est vrai qu'il manquait aussi beaucoup d'acteurs, justement, artistes du milieu de l'art local. Mais on n'a pas pu vraiment suivre le truc pour se dire on va organiser de l'éducation populaire au théâtre. Mais je pense qu'on a quand même, au départ, je vous dis, le début, ça a été dur. Mais après, on a eu un très très bon accueil. Et les réunions qu'on a fait pour préparer ce vrai faux procès, ou faux procès, je ne sais plus, en fait, c'était plutôt positif. Donc voilà. Et si ça ne s'est pas pérennisé, c'est parce qu'on n'a pas eu l'énergie, c'est passé plein de choses, de suivre. Hein, mais c'est une piste qu'on va garder, notamment pour les municipales. Voilà. Oui, merci. J'interviens. Juste une dernière... J'interviens tout de suite, hein, parce qu'après vous répondrez. Oui, je voulais savoir si il existe un recensement, un lieu où on pourrait connaître les différentes initiatives ou créer ce lieu éventuellement. J'anime un collectif qui s'appelle le collectif Changer de Cap et qui rassemble à peu près 25 représentants de plateformes de Gilets jaunes ou membres de plateformes et des représentants de mouvements citoyens. Et on cherche à faire circuler les informations, à faire circuler les expériences, notamment sur les collectifs citoyens locaux. Il va y avoir un atelier tout à l'heure sur ce thème. Et donc, dans ce cadre-là, on est au courant aussi d'un certain nombre d'autres initiatives. Par exemple, il y a un film qui s'appelle « Fin du mois, début du nous », mais « Fin du mois MOI hein, », et qui a été fait par la plateforme d'Albion en Haute-Savoie. Il y a un livre sur la vague jaune fait par la plateforme de Crawl, et il y en a un en préparation avec les Gilets jaunes de Fort-Calquier, la Patrick Castaner, pour mettre en regard les photos prises par une photographe professionnelle et par un écrivain sous forme de recueil de témoignages remis en forme. Et je pense que des expériences comme celle-là, il doit y en avoir d'autres. Donc je serais très preneur, moi, que ceux qui sont au courant d'autres expériences, on puisse en parler après la fin de l'atelier et que éventuellement on mette en place un système pour s'informer mutuellement. Excellente idée. Je pense que c'est une excellente initiative et il reste beaucoup à faire encore concernant effectivement la connaissance et la diffusion de toutes ces je ne sais pas comment dire, ces créations, ces œuvres d'art, enfin tout ce qui accompagne ce mouvement qui est très vivifiant,
qui nous surprend, qui à la fois nous rappelle beaucoup de choses concernant l'histoire de l'art, parce que toutes les cabanes, par exemple, il y a une grande tradition de construction de cabanes dans ce qu'on appelle l'art moderne. Et donc, du coup, voilà, tout ça reste à faire. Et c'est vrai que s'il y a des personnes ici qui ont envie qu'on se retrouve pour pouvoir penser à une organisation qui permettrait d'en faire l'inventaire, les répertoires et la diffusion, ça serait, je pense, très bien. Voilà, merci à vous tous d'avoir été présents et de poursuivre avec nous éventuellement. Et Daniel, il y aura sans doute un événement parisien, donc on est en train de travailler dessus, donc avec plus d'artistes, peut-être des œuvres, enfin on vous tiendra au courant, je ne sais pas par quel biais, il faudrait on va lancer ça sur les réseaux sociaux, enfin sur Facebook de toute manière, oui. Donc si vous avez aussi des pistes et que vous pouvez être à Paris dans ces moments-là, vous serez les bienvenus et suggérez-nous aussi des choses que vous avez vues. On va à l'équipe culture, on va les prendre. Ouais. Vous pouvez nous retrouver en fait en nous écrivant via le site de la France Insoumise en allant à l'équipe culture, livret culture, équipe culture. Voilà. En principe, c'est l'adresse mail, c'est équipe-du6 culture@lafranceinsoumise.fr. Voilà. Merci à vous.